Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va aborder plusieurs sujets. On va parler d'échauffement dans un premier temps. Est-ce que c'est surcoté ou est-ce que c'est sous-coté? On va répondre à une vidéo qui m'a été envoyée d'un collègue préparateur physique. On va également parler des cheat reps, comment les utiliser pour maximiser notre prise de muscle. On va également parler de programmation. Donc un épisode chargé. Je vous invite à prendre des notes et appliquer tout ce qui va être partagé ici. Avant toute chose, commençons par les news de la semaine. Alors pas grand chose que j'ai noté lié à l'industrie du fitness de manière générale, mais j'ai noté qu'il y avait pas mal de réactions autour des entraînements de Cristiano Ronaldo. Alors deux vidéos qui ont pas mal tourné, j'ai vu des gens faire des réponses, des réactions, c'est un peu la mode. Je tiens à faire une petite parenthèse ici, ça m'insupporte les gens qui ont un compte basé uniquement sur des réactions, où ils ne font que de réagir, de critiquer ce que les autres font. C'est ok de le faire une fois ici et là, mais les gars, si vous faites que ça, pour moi c'est que vous avez une vie de merde, vous êtes un... voilà, c'est bon. Vous voulez utiliser votre cape de Superman, mais ne faites pas que ça, ok? Dites aussi ce que vous faites, prêchez votre message au lieu de critiquer constamment ce que les autres font. Je trouve que vraiment c'est lame, j'aime vraiment pas ça. Quoi qu'il en soit, le message était passé. Eh bien, vidéo de Cristiano Ronaldo qui s'entraîne, vous pouvez aller checker sur son Instagram ici. Eh bien, je vais la jouer ici. On voit que Cristiano Ronaldo fait des bicep curls, bref, fait des abdos, des petites rotations élastiques. Il utilise la machine leg extension et puis il se met sur des surfaces instables. Un deadlift qui a l'air relativement léger, à 60 kg, léger pour lui et quiconque avec ses capacités athlétiques. Enfin bref, plein de trucs qui seraient catégorisés comme non fonctionnels éventuellement. Il y a des trucs intéressants, il y a des trucs bien, des trucs que j'ai déjà moi-même pu critiquer comme le travail sur des surfaces instables éventuellement. Et du coup, bien entendu, eh bien, beaucoup de personnes dans l'industrie de la préparation physique ont critiqué le tout, ont critiqué la forme de Cristiano Ronaldo. Enfin, ce qui est assez marrant, c'est que on retrouve les bodybuilders qui sont là en train de critiquer la façon dont il fait ses bicep curls. Ouais, c'est pas bien, il swing, etc. Les gars, c'est pas un bodybuilder le mec, ok? Et de l'autre côté, on a les préparateurs physiques qui critiquent bien entendu le fait qu'il utilise des exercices de bodybuilding et des exercices qui ne seraient pas optimaux pour la préparation physique. Et du coup, bien entendu, j'ai une réaction à ça. Moi, j'ai liké la vidéo personnellement parce que je kiffe voir le mec qui s'entraîne et qui montre que il y a un côté quand même préparation physique qui est intéressant à noter. Et du coup, le premier truc à noter, c'est que, bien entendu, de manière générale, je suis d'accord avec ce qui a été montré, ou je suis d'accord que ce qui a été montré n'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimal. La première leçon à en tirer, c'est que pour beaucoup d'athlètes, les plus compétents, les meilleurs qui sont gâtés de par leur génétique, et gâtés parce que, gâtés, peut-être le terme n'est pas exact ici, mais qui ont fourni le travail nécessaire pendant des années, eh bien, on ne peut pas se baser sur ce qu'ils font à leurs entraînements en se disant hey, c'est exactement ce que je dois faire, je vais avoir les mêmes résultats, ok? Donc c'est ça, le premier truc à garder, c'est qu'on peut être bon au détriment d'un entraînement qui n'est pas optimal, ok? Ça c'est le premier truc à garder en tête. Ensuite, le deuxième point que j'ai noté ici, c'est que malgré le fait que ce ne soit pas optimal à travers mes standards, bien entendu, je pense que l'on peut faire mieux. Encore une fois, on n'a que une petite partie de l'entraînement, je sais pas comment ça a été organisé, d'après ce que je vois encore une fois, donc pardonnez-moi les préparateurs physiques qui vont entendre ça, les préparateurs physiques de Cristiano Ronaldo, bien que je pense qu'ils ne sont pas en train d'écouter le Kiss Show podcast, mais on ne sait jamais, ok? Mais le deuxième point, c'est que malgré que ce ne soit pas optimal, eh bien, ça apporte des résultats. Donc, imaginez ce que ça peut être lorsque c'est optimal. Et le truc à garder en tête, c'est que arrêtez de rendre le truc trop compliqué parfois. Alors, moi, je le dis encore une fois, c'est pas optimal, mais je suis pas en train de réinventer la roue. Il y a beaucoup de préparateurs physiques qui adorent réinventer la roue. Ceux qui critiquent ça adorent donner des entraînements farfelus, des explications complexes. Arrêtez de rendre le truc compliqué. Vraiment, dans le monde de la musculation, le monde de la préparation physique, c'est un truc qui m'insupporte de vouloir faire croire que c'est plus compliqué que ça ne l'est, ok? Ensuite, un autre point que j'ai noté ici, c'est que les trucs non fonctionnels, ça fonctionne bien. C'est ce que j'ai noté. On voit, il fait des leg extensions et apparemment le gars, il court bien, il court vite, il saute haut, il n'a pas de problème de genoux qui sont connus. Hey, apparemment le leg extension, c'était un truc à diaboliser pendant longtemps dans le monde de la préparation physique. Encore une fois, croyez-moi, c'est un mythe qui est dur, qui veut pas s'en aller. Et dès là, on voit que parmi le meilleur, voilà, là, on peut le dire, le GOAT, hein, qui est le GOAT de par ses résultats, mais de par sa longévité également, et que même s'il ne fait pas ces trucs qui sont soi-disant fonctionnels, eh bien ça fonctionne très bien. Donc rappelez-vous que ce truc du monde fonctionnel, c'est du bullshit la plupart du temps. Et voilà, le dernier point que j'ai noté, c'est ce que je viens de dire, arrêtez de rendre le tout trop compliqué. On peut optimiser bien entendu, mais il n'y a pas de nécessité de rendre le tout très compliqué. Ensuite, on va parler d'échauffement les amis. Alors, j'accélère un peu parce que j'ai très peu de temps, je suis limité dans le temps ici pour cet épisode, mais on va
va quand même traiter tous les sujets. Alors vous êtes nombreux à m'avoir envoyé une vidéo d'un extrait de podcast d'un collègue préparateur physique qui s'appelle Romain Cachavenda. Qui fait du bon boulot d'ailleurs. Je tiens à faire une dédicace ici. J'ai checké un peu ce qu'il fait, je le vois et souvent ça apparaît dans mon feed. Donc allez le suivre. C'est pas une critique. Au contraire, ici je pense que les gens en m'envoyant ça s'attendaient à voir une critique, s'attendaient à ce que ça aille à l'encontre de ce que je dis. Mais si vous me connaissez, si vous écoutez bien ce que je dis, ok, si vous écoutez attentivement ce que je dis, eh bien au final on dit quasiment la même chose. Donc je vais jouer l'extrait ici et ensuite on en parlera. Alors, c'est très intéressant ce qu'il dit, que je retrouve ça. Ok, let's go. On va mettre ça ici. Oui, on aimerait avoir un athlète qui soit capable de ne pas s'échauffer, dans le sens où tu devrais être prêt à tout moment. Plus tu as besoin de t'échauffer, plus ça peut être le témoin d'une boucle sensorimotrice inefficace, si on peut dire. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on aura quoi qu'il arrive une sorte de petit effet PAP. Dans le sens où si tu as passé ta journée assis, ton vestibulaire il n'a pas été activé dans la journée et il y a un truc qui s'appelle utilise-le ou perds-le. Donc en fait tu auras toujours un petit effet potentiation. Et si tu comprends cette boucle sensorimotrice, tu comprends quels sens peuvent éventuellement avoir un impact sur quel type de mouvement. Et si tu remets l'individu au centre, tu peux comprendre quel sens sur cet individu aura un impact plus important sur les différents sens qui auraient un impact sur ce mouvement. L'idée, c'est d'avoir aussi une réflexion sur l'échauffement. Donc oui, tu peux avoir toujours des petits gains qui sont les mêmes que tu aurais avec un échauffement. Mais garde en tête que tu devrais être capable de faire n'importe quoi, entre guillemets, sans échauffement. Ça serait un des objectifs à avoir en tant que prépa physique qui viendrait, si on peut dire, mettre en avant que le sportif fonctionne bien. Alors, ici, une critique envers l'échauffement qui a été donné, ou c'est comme ça que ça a été perçu par le public, d'après ce que j'ai compris, vu que vous m'avez envoyé tout ça. Alors, déjà, il y a plusieurs trucs que j'aimerais contextualiser. Avec Romain, comme je l'ai dit, il fait du bon taf selon moi. Je trouve que c'est cool. Il y a des trucs avec lesquels on est en accord, des trucs éventuellement avec lesquels on n'est pas en accord, et des trucs qu'il maîtrise que je ne maîtrise pas. Et c'est important de le mentionner à chaque fois. Je ne sais pas tout, ok? Je pense que c'est une qualité importante qu'un coach doit avoir, de dire, hey, je ne sais pas, ok? Et parfois, il y a des trucs avec lesquels on n'est pas d'accord parce que on sait argumenter pourquoi on n'est pas d'accord. Ça va à l'encontre de certains principes d'entraînement qui sont les nôtres, qui fixent nos standards. Et parfois, eh bien, il y a des trucs que on ne comprend pas ou qu'on ne maîtrise pas assez. C'est vrai que tout ce qui touche autour du système vestibulaire, etc., c'est des trucs que je maîtrise pas assez. Donc, je vous invite à aller checker ce qu'ils font éventuellement. Le labo RNP, il y en a beaucoup de participants de mes programmes qui en parlent en bien. Donc, je leur fais une dédicace malgré le fait que je ne connaisse pas le tout et que voilà, je me pencherai dessus en temps voulu. Quoi qu'il en soit, c'est un message important à transmettre ici. Il y a des trucs qu'on comprend pas et on garde la porte ouverte en disant hey, je vais m'attarder un peu plus là-dessus éventuellement. Je vais essayer de maîtriser un peu plus ce sujet avant d'avoir un avis définitif dessus. Ok, donc ça c'est la petite parenthèse qui est donnée. Maintenant, concernant l'échauffement, l'idée qui a été perçue à travers ce post de Romain, c'était ok, l'échauffement ça sert à rien, c'est du bullshit, etc. Je pense que vous avez mal compris le tour. Parce que moi je suis un grand je prêche l'importance de l'échauffement. Mais je prêche l'importance de l'échauffement de la même façon que Romain prêche l'importance de l'échauffement dans cet extrait-là. Du moins, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas vu l'épisode dans son intégralité. Alors, il faut décortiquer et comprendre le tout. Ok ? Ce qu'il essaie d'expliquer ici, c'est un discours que j'ai toujours eu et je me suis toujours vanté de ça. Si vous suivez mes posts axés sur la mobilité, ce que j'ai pu montrer moi en tant qu'exploit de mobilité avec des figures extrêmes, des grands écarts, des ponts, des trucs avec des charges extrêmes dans des positions extrêmes, eh bien c'était que le but d'une bonne préparation physique, et c'est ce qu'il a dit ici, c'est d'augmenter nos seuils, c'est d'augmenter nos limites, ok, de dépasser nos capacités actuelles pour qu'elles excèdent les capacités qui vont être nécessaires lors de la pratique sportive. C'est ça. En gros, ce qu'on aimerait faire lorsqu'on fait une bonne préparation physique, eh bien, c'est que on va toujours en garder un peu dans le réservoir. Comme ça, au moment où on se retrouve exposé à certaines contraintes lors de notre pratique sportive, eh bien, hey, j'en avais encore dans le réservoir. Et c'est ce qui fait que je maintiens mon intégrité au niveau du corps, pardonnez-moi, que je maintiens cet aspect sécurité. Parce que j'en ai encore dans le réservoir. J'aurais pu produire plus. J'aurais pu encaisser plus. Et c'est ça l'idée. Et malheureusement, beaucoup d'athlètes, beaucoup de personnes doivent faire un échauffement qui est relativement long, doivent passer par de longues procédures pour arriver à cette normalité, ce à quoi ils vont être exposés lors de leur pratique sportive. Et c'est ce qui est critiqué ici. Et c'est ce que je critique moi-même également. Ok ? On ne devrait pas avoir besoin d'un échauffement
pour exprimer la norme. La norme étant ce à quoi on va être exposé lorsque on est en train d'exécuter notre pratique sportive, d'accord? Alors, la prochaine question qui vient en tête, c'est ok, alors ça sert à quoi un échauffement vu que tu en as pas besoin? Et ça sert justement à optimiser. Et c'est là où il faut faire vraiment une différence entre et faire un truc et l'échauffement ici pour arriver à une base et faire un échauffement pour améliorer encore plus ce qu'on arrive à faire, ok, qui est déjà normalement au-delà de ce à quoi on va être exposé sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on l'utilise. Et il a mentionné le PAP ici, qui est un acronyme pour Post-Activation Potentiation, donc potentialisation je crois en français. C'est ce qui va nous permettre en gros d'utiliser plus d'unités motrices et donc de produire plus de force, de vitesse, etc. Plus de ces qualités physiques qui vont être exprimées lors de nos activités sportives. Ok, donc l'échauffement c'est ça, ça va nous permettre d'optimiser le tout et c'est comme ça que je l'utilise. Et souvent j'ai eu ce débat vu que lors de mon programme mentorship, eh bien, j'expose toute ma science autour de l'échauffement. Et j'aime pas utiliser le terme échauffement parce que pour moi, l'échauffement, ce n'est qu'une partie de ce que j'appelle la préparation. Et cette préparation, c'est ce qui va nous amener justement à optimiser nos performances. On pourrait exprimer déjà de bonnes performances, mais on va faire encore mieux. Grâce à cet échauffement, grâce à cet effet PAP, cet effet de potentiation ou potentialisation, peu importe comment ça se dit en français ici. Et c'est comme ça que vous devriez voir l'échauffement, comme quelque chose qui va vous permettre d'avoir plus, d'accéder à plus, débloquer un nouveau palier éventuellement à travers cet entraînement. Okay, mais ce n'est pas quelque chose qui devrait être nécessaire pour exprimer la norme. Et c'est ce qu'il faut garder en tête et je pense que c'est le message qui a été transmis ici par Romain, encore une fois, dédicace à lui parce qu'on est totalement en accord. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont envoyé ce message en pensant que j'allais critiquer tout ça, alors que non, c'est le même discours que j'ai depuis des années. Et voilà pourquoi je me suis toujours vanté de dire, hey, moi, je peux faire le grand écart en sortant du lit. Ok? Pourquoi? Parce que j'ai atteint un niveau où le grand écart de base, c'est facile pour moi, ok? C'est un peu ça en gros. Ce à quoi je vais être exposé dans mon activité sportive, c'est la norme pour moi, c'est facile, d'accord? Je pourrais faire plus que ça. Et c'est ça l'idée, d'une bonne préparation physique, c'est d'aller au-delà de nos capacités, d'amener ces capacités à un autre niveau, à un autre palier avec nos athlètes. Donc on est totalement en accord, encore une fois, je pense que le message n'a pas été compris et voilà pourquoi je me permets de l'éclaircir ici. Ceci étant dit, faites vos échauffements. Parce que pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas encore à ce niveau-là. Donc si vous devez arriver à une norme, eh bien faites-le, d'accord? Mais sachez que ce n'est pas une fin. Et je vous parlerai de ma science, de comment j'organise l'échauffement une prochaine fois pour maximiser justement et optimiser nos performances. Prochain sujet que je voulais aborder cette semaine, c'était les cheat reps. J'en ai parlé déjà ici et là. Et j'aurai un autre épisode axé sur comment développer sa force avec ce concept-là, ok? Alors les cheat reps, en français, si on venait à traduire littéralement, ça veut dire répétition trichée. Et malheureusement, c'est très mal exécuté. J'ai fait une vidéo sur YouTube il y a quelques années maintenant, donc allez les voir parce que j'ai fait plein de vidéos par le passé qui sont très pertinentes à l'heure actuelle, tout a été actualisé au niveau de la science et maintenant tout le monde en parle. J'ai parlé des répétitions partielles dans les positions d'étirement, j'en parle, ça fait déjà 2-3 ans, il y a des vidéos preuves à l'appui sur ma chaîne YouTube, donc allez checker ça les amis. Quoi qu'il en soit, cheat reps, répétition trichée, ok? Et malheureusement ce n'est pas bien utilisé parce que c'est utilisé par des gens à la salle qui utilisent des charges qui vont bien au-delà de leur capacité à contrôler le mouvement. Donc c'est des répétitions qui sont utilisées à cause de leur ego. Vous connaissez tous l'exemple des bicep curls, okay, des curls biceps où on swing son bras dans la montée, dans la descente, etc. Et malheureusement, bien entendu, ce n'est pas optimal. Donc, comment organiser le tout? Comment on devrait utiliser ces cheat reps? Je vais vous dire comment j'inclus le tout. Alors, pourquoi les cheat reps sont intéressantes? Les cheat reps sont intéressantes si on regarde le tout à travers deux avenues, ok? Première avenue, c'est que ça va être une méthode d'intensification qu'on va utiliser à la fin de nos séries normales. Disons que on a vidé le réservoir, on a atteint l'échec musculaire. C'est ce qui envoie le signal maximal pour dire que on doit construire plus de muscles, avoir plus de manière générale. J'en parle souvent, ok? C'est cette proximité à l'échec qui va induire ce changement au niveau de nos tissus. Alors, de ce point de vue-là, eh bien, c'est intéressant de rajouter des cheat reps en plus. Parce que certes, on arrive à un échec musculaire, mais on arrive à ce que j'appelle l'échec concentrique. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à monter, si on prend l'exemple des curl biceps, à monter la charge, ok? On n'a plus cette capacité-là. Mais on en a encore dans le réservoir. On a encore cette capacité à contrôler la charge lors de la descente. On a encore cette capacité excentrique. Donc, on n'a pas vraiment vidé le réservoir. Si vous comparez le tout au compteur d'un réservoir d'un véhicule, d'une voiture,
voiture, moto, peu importe ici. En fait, vous êtes arrivé au rouge, ok, à la zone rouge, le petit cadran là, le petit morceau rouge. Mais en fait, vous avez encore ce petit morceau rouge à vider, ok. Comment on le fait? On va rajouter ces répétitions excentriques. Et là, bam, je vide complètement le réservoir jusqu'à ce que je n'arrive même plus à contrôler la descente. Et là, je peux te dire littéralement que j'ai atteint l'échec maximal, que j'ai envoyé le signal maximal, ok. Si vous veniez à utiliser ça, je le ferai sur 1 à 2 séries maximum, ok. Éventuellement, imaginons que vous partiez sur 3 séries à la fin de votre entraînement au niveau de vos exercices. Et je vais rajouter les détails dans un instant. Mais 3 séries de bicep curl. Ok. Première série, je la fais normale, proximité de l'échec concentrique. Deuxième série, je me dis ah là j'envoie le tout. J'arrive plus à monter la charge. Je rajoute les répétitions excentriques. Là pour moi, on est déjà bien. Mais éventuellement, si vous voulez rajouter une autre série, pareil, j'arrive à l'échec concentrique, j'arrive plus à monter. Ok, je swing pour monter et je contrôle la descente. Ça, c'est une avenue à considérer. La deuxième avenue à considérer, eh bien, avec les cheat reps, c'est de profiter d'exposer nos tissus à ce qu'on appelle une charge supra-maximale ou charge excentrique supra-maximale. C'est-à-dire qu'on va utiliser une charge qui va au-delà de ce qu'on pourrait lever nous-mêmes, ok, concentriquement. Imaginons que je reprenne l'exemple des bicep curls ici, mais ça va s'appliquer encore une fois pour tous les exercices. Eh bien, j'arrive pas à monter, ou j'arrive à monter au max, à faire une répétition avec 15 kg dans chaque main, ok. 15 kg, c'est mon max. Si je fais 17,5, eh bien 17,5, j'arrive pas à monter tout simplement, ok. Cool. Eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ces 17,5 ou imaginons ici 15-20% de plus, voire même 30% de plus que ce que j'arrive à faire sur une répétition concentriquement. Et là, je vais faire que des reps excentriques, c'est-à-dire que je vais swinger pour la montée, je vais utiliser de l'élan pour la montée avec mes 17,5. Rappelez-vous, je n'aurai pas la capacité de le faire avec 15 kg. Et à partir de là, je vais contrôler, je dis 17,5, mais encore une fois, vous l'aurez compris, 16 kg, 16,5, peu importe. Et je contrôle simplement la descente. Et je swing et je contrôle uniquement la descente. C'est ce qui va nous permettre d'exposer nos tissus à cette charge excentrique supramaximale. Et ce qui est intéressant avec cette technique-là, en incluant ces cheat reps, c'est que certes, on va prendre plus de muscles, mais on va devenir plus fort. On expose nos tissus à des intensités beaucoup plus élevées. Vous l'aurez compris, des intensités qui vont au-delà de ce qu'on arriverait à produire concentriquement. Et ça, c'est une technique super intéressante à utiliser pour devenir plus fort. Et comme je l'ai dit, on aura les bénéfices de construire du muscle par la même occasion. Parce que là, on est vraiment en train d'excéder les capacités de nos tissus. Soyez conservateurs encore une fois. N'utilisez pas des charges qui vont vraiment, rajoutez pas 50%, 100% des charges parce que vous n'allez pas le maîtriser. Ok, vous devez être capable de maîtriser le tout. Donc, j'en viens ici justement aux règles de maîtrise et de contrôle qui doivent être appliquées et qui selon moi font que vous pouvez utiliser ces cheat reps de la bonne des façons. Alors, première règle, c'est que moi je n'utilise que les cheat reps sur les exercices d'isolation et non pas sur les exercices polyarticulaires. Pourquoi? Parce que le risque est beaucoup trop élevé, la configuration parfois n'est pas adéquate, parce qu'on doit compenser, on doit tricher d'une façon ou d'une autre pour pouvoir remonter la charge et ensuite pouvoir contrôler la descente. Alors si vous faites un squat par exemple, vous avez vidé le réservoir tout en bas. Comment vous faites pour remonter? Le seul moyen de remonter, eh bien, c'est d'utiliser son dos éventuellement, d'utiliser des compensations. Et là, vous mettez vos tissus à risque parce que votre dos éventuellement n'est pas aussi puissant que toute la musculature de vos jambes. Donc, vous l'aurez compris, c'est pas super pertinent. Mais sur les exercices d'isolation, eh bien, le risque est très bas. Le risque de se blesser est très bas. Et du coup, pourquoi pas utiliser le tout de cette façon-là? On peut en profiter. Beaucoup de retours. Et beaucoup de retours sur investissement du coup et très peu de risques. Donc pour moi, on met tout sur la table à ce moment-là, c'est super intéressant. Les exercices pour lesquels j'aime bien utiliser tout ça, pour le haut du corps, je suis un grand fan pour tout ce qui est élévation latérale, donc travail pour les épaules, travail sur les biceps, travail sur les triceps éventuellement, ok. On peut le faire également pour tout ce qui est exercice d'isolation au niveau des pecs. Des fois c'est un peu plus compliqué pour les dorsaux, genre les straight arm lat pull down. Ça peut être intéressant éventuellement. Vous pouvez tricher avec, j'en parlerai dans un autre épisode, comment organiser le tout de la meilleure des façons. Mais pour le haut du corps, je dirais épaules, biceps et triceps. Pour le bas du corps, dépendamment de l'exercice que vous allez utiliser, si vous utilisez une machine ou pas. Pour les quadriceps, c'est intéressant. Si vous n'utilisez pas de machine, sur une machine leg extension, c'est beaucoup plus compliqué de mettre en place. Vous êtes figé, c'est dur de compenser. Hein. On est bloqué de partout. On peut que utiliser cette articulation. Pour les ischio-jambiers, pareil, on peut utiliser des cheat reps pour des variantes de Nordic curl éventuellement, etc. Je dirais que pour les Nordic curl,
il faut pouvoir tolérer des contraintes au niveau du bas du dos. Mais voilà, si vous faites haut du corps, comme je vous l'ai dit, épaules, biceps et triceps, vous pouvez pas vous tromper. Pour le bas du corps, éventuellement sur des variantes de 6-6 squats, ça peut être intéressant à utiliser, d'accord, mais ça serait plus ou moins tout pour garder le tout le plus safe possible. Ensuite, un truc qui est très important, j'en reviens à l'erreur que la plupart des gens font, qui est de swinger leur corps partout dans l'espace et qui rend ces répétitions ridicules dans la plupart des cas. Eh bien, l'idée c'est de, certes, utiliser un élan dans la montée, mais de garder la phase excentrique la plus stricte possible. Et ça c'est très important, j'insiste là-dessus. Votre forme lors de la descente, donc dans la plupart du temps, la descente, ça va dépendre encore une fois du profil de l'exercice ici, mais lorsque vous contrôlez la phase excentrique, eh bien, vous voulez avoir une forme qui est nickel. Sinon, ça ne sert à rien. Ça veut simplement dire que la charge est beaucoup trop élevée et que vous devez réduire le tout. Donc, si je reprends l'exemple des élévations latérales ici pour vos épaules, pour vos deltoïdes médians, pam, je swing vers le haut et j'essaie de figer et de ralentir, de freiner vraiment la descente, mais en gardant mon buste bien droit, mes jambes ne bougent pas, il n'y a rien qui bouge, il n'y a que l'articulation sollicitée qui doit bouger. Donc, gardez la phase excentrique la plus stricte possible. Pour ceux qui viendraient à utiliser ces cheat reps pour l'aspect développement de la force, charge supra-excentrique, je travaillerai avec des rangées de 6 à 8 répétitions. C'est super intéressant avec ce genre de rangée-là. Donc voilà comment organiser le tout. Je l'ai dit, vous pouvez viser un 20-30% en plus. Je pense que c'est largement faisable. Ok, commencez avec un 10% en plus et à partir de là, augmentez le tout progressivement. Mais selon moi, c'est une super méthode à utiliser. Une autre question qui a été posée ici par Tom Champion. Salut, j'avais une question par rapport au cycle d'entraînement. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé, mais comment organiser des cycles quand on a l'intention de travailler plein de qualité physique? Combien de temps? À quelle fréquence? Séance de rappel? Combien de séances par qualité? Entre parenthèses, volume d'entraînement. Merci à toi. Ok, alors j'ai déjà abordé bien entendu ce sujet maintes et maintes fois, et vu que je parle de comment combiner les différentes qualités athlétiques depuis des années, comme pour ceux qui suivent mon contenu depuis 2018 et avant sur Instagram ou autre, c'est mon discours et c'est à la mode maintenant. Mais je vais vous dire comment organiser le tout. Mais il y a plusieurs trucs à mentionner ici pour cette question de Tom. Ok, premier truc qui me saute en tête ici, ce sont les mauvaises compréhensions qu'on a de la science de l'entraînement, des trucs qui sont, selon moi, arriérés, qui ne vont pas aider la plupart des gens. Okay, le premier truc qui vient en tête, c'est les questions qui tournent autour de combien de temps, les cycles d'entraînement. Est-ce qu'il faut faire un cycle axé sur le développement de la force, un autre cycle axé sur l'hypertrophie, un autre cycle axé sur la puissance, etc. Donc, j'aimerais clarifier un peu tout ça. Vu que le but ici, si je comprends bien, c'est de développer toutes les qualités. Donc je l'ai dit, c'est très simple, hein. On a 3 qualités athlétiques. On a la force, la vitesse et l'endurance. Et on rajouterait un autre truc en plus qui serait le côté esthétique, le côté visuel, le côté prise de muscle, ok? Donc le côté hypertrophie. Si on venait à rajouter les 4 ici pour être l'athlète complet. Mais en termes de qualité athlétique strictement parlant, eh bien, on n'aura que ces 3 qualités-là. Force, vitesse et endurance. Aussi simple que ça. Et je me tue à répéter ça à chaque fois. Et du coup, il faut comprendre que pour la prise de muscle, eh bien, je pense que ça a été surcoté de faire trop de volume. On vous dit souvent que il faut faire trop de volume, c'est le volume qui prime, c'est le volume qui prime. Et je ne pense pas que ce soit bien mentionné. On pense que c'est le volume qui prime au sein d'une séance. Et je pense qu'on en fait trop au sein d'une séance. Et ça a été influencé par le monde du bodybuilding. Le monde du bodybuilding qui est largement influencé par la chimie, par l'utilisation de drogues, de PED. Performance Enhancing Drugs, ok? Donc tout le monde le connaît, hein? Tout le monde connaît la sauce magique. On peut prendre la sauce magique et faire du volume qui est complètement inadéquat pour la plupart des gens qui n'utilisent pas la sauce magique. Donc encore une fois, je pense que on en fait trop dans la plupart des cas et on se dit que forcément, si on doit faire tout ça, on n'a pas la capacité de développer les autres qualités au sein d'un entraînement. Alors que ma conception des choses est tout autre, ok? Elle est tout autre et je pense qu'elle est preuve à l'appui pour le mentionner, d'accord? Et je vais y venir dans un instant, ok?
Deuxième mauvaise compréhension des choses, c'est que on doit utiliser cette périodisation qui est linéaire. Comme je l'ai dit, c'est un peu c'est la méthode occidentale qui a été qui a été popularisée il y a quelques années, dans les années 90-90, où on disait ok, tu dois développer une qualité à la fois. Donc on va commencer par l'hypertrophie. Donc on va faire un bloc d'hypertrophie. Ensuite on va passer à un bloc axé sur le développement de la force max et un bloc axé sur le développement de la puissance. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'au sein d'entraînement, eh bien, tout est axé sur le focus de ce bloc-là. Exemple, bloc 1 sur l'hypertrophie, tous les exercices, les 5, 6, 7, 8 exercices sont axés sur l'hypertrophie. Le bloc axé sur la force, les 4, 5, 6 exercices sont axés sur la force. Et là, on va travailler sur du 3 à 5 répétitions, ok? Exercice 1, exercice 2, 1 à 5 répétitions de manière générale. Exercice 3, exercice 4, etc. Et pareil pour la partie force, la partie puissance, on va travailler sur avec des modalités qui vont nous permettre de développer la puissance théoriquement sur exercice 1, exercice 2, exercice 3, exercice 4. Et selon moi, c'est faux pour plusieurs raisons. La première raison étant que cette périodisation linéaire n'est pas utile parce que lorsqu'on développe une qualité de cette façon-là, comme ça a été construit, eh bien, on perd les autres. C'est-à-dire que quand tu arrives au bloc 3, tu n'as pas forcément stimulé tes tissus pour créer plus d'hypertrophie ou maintenir cette hypertrophie de la manière la plus optimale. Idem pour la force. Donc vous l'aurez compris, on travaille sur un truc, on le développe, certes, mais on perd de manière conséquente le truc qu'on a cherché à développer durant le bloc ou les blocs précédents. Okay. Deuxième truc qui est erroné selon moi, c'est que on peut pas dédier une séance complète à faire plusieurs exercices à la suite au sein d'une même séance qui requiert des intensités maximales et un niveau d'énergie qui est maximal. Je m'explique. Si vous faites un entraînement axé sur la force, eh bien, exercice 1, cool, vous allez travailler sur votre 1 à 5 répétitions, vous allez utiliser énormément d'énergie, ok? Vous allez passer à l'exercice 2, encore de l'énergie. Exercice 3, exercice 4, exercice 5, certes, on vous demande de faire du 1 à 5 répétitions, mais vous n'avez plus l'énergie, la vraie énergie pour fournir du 1 à 5 répétitions. Vous allez certes faire que 1 à 5 répétitions, mais pas avec un poids, avec une intensité qui est représentative de ce que vous pourriez faire si vous aviez 100% de votre énergie. Lorsque vous faites un entraînement, cette barre d'énergie diminue. Elle diminue à chaque fois, ok? Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vers la fin, le milieu de votre entraînement, vous n'avez plus la capacité à décharger autant d'énergie qu'au tout début. Donc, ça n'a pas de sens de demander à celui qui s'entraîne de mettre la même intensité au milieu ou à la fin qu'au tout début. Ça n'a aucun sens selon moi parce que de toute façon, on va pas pouvoir le faire. On est juste en train de se fatiguer et on n'est pas en train de performer de la manière la plus optimale selon moi. Ok? Donc, c'est ma critique sur la périodisation linéaire. J'ai abandonné ça depuis des années et les gains sur moi, sur mes athlètes sont extraordinaires. La critique qu'on va avoir sur le fait d'utiliser, ou plutôt l'avantage qui est prêché des les gens qui utilisent cette périodisation linéaire, c'est que ça fatigue nerveusement de faire plus qu'un bloc sur une même qualité. Donc en gros, hey, tu peux pas faire 3 blocs axés sur la puissance ou 3 blocs axés sur le développement de la force. Et je suis d'accord avec eux. Si on l'utilise de cette manière-là, comme je l'ai dit, si exercices 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont des exercices qui demandent 100% de votre énergie théoriquement, bien entendu que tu vas te cramer parce que ce n'est pas approprié. Donc la science se trouve dans le fait de répartir le tout de la meilleure des façons pour qu'on puisse bénéficier des intensités qu'on va utiliser et qu'on puisse le faire toute l'année. Donc je vais y venir dans un instant, ok? Cool. Donc ici, si vous l'aurez compris, l'idée c'est de comprendre qu'on n'est pas obligé de catégoriser ces différentes qualités au sein au fil de l'année sur différents blocs d'entraînement. Ma règle est très simple. Vous pouvez développer toutes ces qualités au sein d'un même entraînement, ok? Je dirais qu'il y a 2 qualités qui vont être légèrement opposées ici. On va avoir la vitesse et on va avoir la force max qu'on aimerait. On peut les utiliser dans une même séance, à condition de bien savoir le faire. Mais si elles sont vraiment le focus, la qualité mère qu'on va chercher à développer, eh bien on aimerait les mettre dans 2 séances séparées. L'endurance, si on parle de longues séances, bien entendu on va le mettre dans des séances séparées. Mais vu qu'on utilise pour de l'endurance des intensités qui sont modérées ou basses, eh bien on peut très bien combiner cette qualité
avec ces deux autres qualités, force et vitesse. Et on a besoin de beaucoup moins de volume que ce qu'on croit pour développer ces deux qualités, force et vitesse. Et j'aimerais que, ici, Tom et tous ceux qui se posent cette question, pensent à organiser leur entraînement de la manière suivante. Et je vous donne les secrets, la théorie derrière, ok? Pour tous ceux qui veulent en apprendre plus, faites mon programme mentorship. Il faut penser à ça comme une pyramide, ok? Et on a ce qu'on appelle le pic, ok? P-E-A-K en anglais, ok? Ou le sommet, ok? Quand on dit on pique, c'est-à-dire qu'on arrive au pic de sa forme, ok? Durant la séance, ok? Donc au sommet, on va graduellement booster son corps, booster son système nerveux pour atteindre le pic, ok? Pour atteindre le sommet et fournir ainsi les intensités les plus élevées qui vont nous permettre de développer soit notre force, soit notre vitesse. Pour développer sa force, il y a deux moyens de le faire. Soit on le fait en allant à l'échec complet, donc on vide complètement le réservoir et on a besoin d'un volume qui est minimal, c'est ce que j'ai tendance à faire et je parle souvent des top 7, donc on va chercher un top 7 sur du 1 à 3 répétitions pour les plus avancés, 1 à 5 répétitions pour les un peu moins avancés, je dirais plutôt 3 à 5 répétitions pour les un peu moins avancés, ok? Donc on garde quand même cette marge de sécurité. On a trouvé notre max, on a envoyé le signal maximal à notre système nerveux, on a déchargé tout ce qu'on avait déchargé, on garde pas de répétition en réserve, aucune répétition en réserve, mais par contre on fait que une série, et c'est là où encore une fois, il y a cette mauvaise conception des choses, où en fait, on dit oh ça crame ton système nerveux, etc. Oui ça crame ton système nerveux parce que, où tu dois récupérer pendant 2 mois, 3 mois, parce que tu fais du volume et de l'intensité. Ça peut pas fonctionner comme ça, ok? Donc la deuxième alternative ici, ça serait de rajouter un bon compromis de volume avec des intensités élevées, mais toujours en gardant en réserve. C'est-à-dire que vous allez faire en 3 répétitions, mais vous en avez gardé 2 en réserve. On travaille toujours avec des intensités qui vont au-delà de notre 85%. Ça devient un peu technique ici, tout ça, mais les passionnés vont kiffer. Et à partir de là, on arrive à faire un peu plus de séries. Ça, c'est intéressant également. C'est taxant, certes, mais rien ne vient gratuitement. Ça, c'est le pic de la pyramide. Ok, mon but, c'est d'arriver à ça. Quand vous travaillez sur votre vitesse, ou la puissance, comme le terme est souvent utilisé en vulgarisant le tout ici, eh bien, il y a une règle d'or. C'est que vous ne voulez pas travailler sous fatigue. C'est-à-dire que vous voulez rester entre la rangée de votre 85 à 100% de votre intensité. Dès que vous descendez en dessous de ça, vous êtes en train de vous cramer pour rien. D'accord? Vous voulez toujours garder des répétitions en réserve avec des intensités qui vont être basses à modérées. C'est ça l'idée, ok? Maintenant, vous pouvez justement inclure du travail de puissance avant d'arriver à votre développement de force max, avant d'arriver à votre pic. C'est ce qui va vous aider à arriver à votre pic, à votre sommet où vous fournissez votre 1 à 3 répétitions pour les plus avancés ici. Parlons concrètement ici. Je fais une séance axée sur le développement de la force. Je vais commencer par du travail de puissance, des sauts, ok, par exemple, ok. Je fais mes sauts, j'en garde encore en réserve parce que mon corps n'a pas été forcé de fournir son 100%. Rappelez-vous, votre corps ne fournit que son 100% s'il est forcé de le faire. Forcé par l'aspect compétition, forcé par le fait qu'il y a une barre qui va l'écraser autrement. Si vous n'êtes pas forcé de le faire, votre corps va toujours garder un petit peu en réserve. Donc ça serait intéressant, et c'est comme ça que j'aime l'organiser, d'utiliser des sauts par exemple, ce genre de modalité qui va booster votre système nerveux, vous utilisez des intensités maximales, de l'intention maximale, sans vous cramer, vous développez le côté puissance/vitesse, et ça va vous permettre d'atteindre votre pic de la meilleure des façons. Okay? Maintenant, le côté vitesse, on va accumuler, si c'est notre focus du jour, on va accumuler du volume, toujours en gardant en réserve. Ça va être notre sommet. On va rester à notre sommet, on va travailler avec du 1 à 6 répétitions, mais toujours en gardant en réserve, avec intention maximale, avec l'intention de bouger le plus rapidement possible. Et là, je vais accumuler du volume sans jamais me cramer. Maintenant, une fois qu'on a atteint le sommet, en développant la force ou la vitesse, après, on a l'autre partie de la pyramide où on descend. Et ce qui est intéressant sur cette partie qui descend, comme je l'ai dit, on a vidé notre barre d'énergie. On n'a plus accès à cette énergie qui nous permet de fournir 85, 90, 90, 100%. C'est cramé, on peut plus. Pensez aux jeux vidéo, je donne toujours cet exemple. On fait un sprint, on a vidé la barre d'énergie, ça nous prend du temps avant de récupérer et de pouvoir refaire un autre sprint. Eh bien, c'est exactement pareil. Sauf que le temps, ça dure plus que 1 minute, 3 minutes, etc. pour refaire un sprint. Pour nous, ça va nous prendre 1 jour, 2 jours, etc. Ok? Donc, cette partie-là, dans la descente, qu'est-ce qui est intéressant à garder en tête lorsque j'explique le tout de cette façon-là? C'est qu'on ne peut plus développer sa force, sa vitesse parce qu'on a cramé ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut développer du muscle. Et c'est là qu'on va utiliser des intensités modérées
et des intensités basses. Parce qu'on le sait aujourd'hui, on peut construire du muscle avec n'importe quelle intensité. Mais attention, on ne peut pas développer de la force avec n'importe quelle intensité. Pour développer de la force, on est obligé de le faire avec les intensités les plus élevées. D'accord? Mais avec le muscle, on peut faire avec du 8, 12, 12, 15, 15, 30 répétitions. Et ces répétitions-là modérées à basse, ou intensité modérée à basse, devrais-je dire, répétition modérée à élevée, du coup, eh bien, ça demande beaucoup moins d'énergie. Et vu qu'on en a moins, eh bien, c'est ce qu'on a, on peut l'utiliser, donc on peut rentrer ce genre de répétition. Et c'est là que, dans cette partie de l'entraînement, sur la partie complémentaire, accessoire, je rajouterai des répétitions avec intensité modérée et basse vers la fin, parce que je vais pouvoir construire du muscle. Et de cette façon-là, tu arrives à développer toutes les qualités, avec le volume qui est adéquat pour chacune de ces qualités. Et de cette façon-là, tu ne peux que gagner. Je vous ai donné tous les secrets là, donc il n'y a pas d'excuse pour organiser, pour rater votre programmation. Et ce qui est intéressant avec ce genre de programmation, c'est que vous pouvez le faire toute l'année. Il n'y a pas besoin de prendre de deload weeks, il n'y a pas besoin d'arrêter, de changer du focus du bloc, parce que c'est la dose minimale effective pour chaque partie, pour chaque qualité que l'on cherche à développer. Les gars, je vous ai donné tellement de free game là que je sais pas si je peux le partager cet épisode. Je sais pas si je peux le partager, il y a trop de secrets. Donc j'espère que ça va vous aider ici, Tom et tous les autres. J'ai le temps ici, j'ai 10 minutes pour une dernière question qui était intéressante que j'ai sélectionnée. Question de Seydou ici. Salut Kevin, j'espère que tu vas bien. Merci pour tout le contenu, merci pour tout ce contenu de fou que tu nous transmets. Tu changes nos carrières. Ma question est la suivante. Tu l'as peut-être déjà mentionné dans tes podcasts. En tant que coach sportif, je me suis déjà demandé s'il était intéressant et même important de faire des entraînements de force avec nos clients, monsieur et madame tout le monde. J'entends par là de pouvoir faire des séances où l'on va chercher les 3, 4, 5, 6 reps avec des charges un peu plus lourdes. Entre parenthèses, évidemment en contextualisant et en gardant la notion de progressivité. On fera évidemment en fonction de leurs attentes, du profil du client, de leurs objectifs souhaités, mais de ton point de vue, inclure des séances de force pourrait leur être bénéfique. Merci d'avance pour ta réponse, amitié. Merci beaucoup, Seydou, pour cette question très 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 intéressante que j'ai déjà mentionnée. C'est un coup de gueule que j'ai aussi de temps en temps avec certaines personnes, avec certains coachs. Un premier truc à dire, c'est que moi, pour la population générale, je n'aime pas travailler avec des intensités qui vont au-delà des 5 répétitions. Okay, je ne vois vraiment pas d'intérêt à le faire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va travailler avec des intensités qui sont très basses, 1 à 5 répétitions, 1 à 3, j'en parle même pas, j'y vais pas, sauf si, encore une fois, je vais expliquer le petit détail qu'il faut garder en tête, eh bien, il y a un risque bénéfice qui n'est pas en ma faveur. Okay, il y a beaucoup trop de risques par rapport aux bénéfices que l'on va en tirer. Si je demande à un client de faire un 1RM au développé couché, Suzy de faire un 1RM au deadlift, il y a plus de risques à ce qu'elle se fasse mal au dos qu'autre chose. Je pense qu'on aurait beaucoup plus de bénéfices à travailler avec un 6RM. Donc 6, c'est vraiment la limite que j'aime me fixer avec monsieur, madame, tout le monde dans la globalité. 6RM, et là, on va développer quand même notre force. On utilise des intensités qui sont élevées pour monsieur, madame, tout le monde. Et on a quand même une marge de sécurité. On part 1, 2, 3, 4. Et peut-être qu'éventuellement, la 5e ou la 6e, elle rentre pas trop. On a des doutes. La forme s'arrête, commence à se négliger à la 5e. Ok, stop. On a gardé une petite marge de sécurité. Éventuellement, en faisant cette rep de trop, on serait fait mal au dos, etc. Ça, le risque n'en vaut pas la chandelle pour la population générale. La population générale veut être en bonne santé, se sentir bien, pouvoir faire ses mouvements du quotidien, avoir un look qui lui plaît. C'est ce qui est intéressant. Et du coup, en travaillant avec ces intensités qui sont très basses, selon moi, on apporte plus de risques qu'autre chose. La seule exception, c'est si j'ai travaillé avec un client pendant des années. C'est l'occasion d'ailleurs de parler. Je fais un dédicace à 2 de mes clients avec qui je travaille depuis des années, Rob et Ali. C'est mes gars. Ok, je travaille avec une poignée de clients que j'ai sélectionnés. Et avec eux, là, je me permets de travailler avec des intensités qui sont élevées. Je me permets de travailler avec un 3 à 5 RM. C'est ce qu'on cherche à viser. Mais ça fait depuis 2018-2020 que je travaille avec eux. J'ai posé la fondation, j'ai tout fait progressivement. Et ce n'est que maintenant que on travaille avec ces intensités les plus élevées. On a déjà travaillé avec du 5, 6 RM, mais 3 RM, c'est la première fois que je le fais. Donc encore une fois, juste pour vous donner un contexte et vous dire que ça a pris toutes ces années pour pouvoir construire cette capacité à travailler avec ces intensités les plus élevées, avec des gens que on considère comme étant la population générale. Donc c'est mon avis ici. Encore une fois, je pense que tu ne peux pas te tromper si tu travailles plutôt dans la rangée du 6
6 à 8 pour les répétitions les plus élevées, avec les intensités les plus élevées, avec la population générale. Encore un message que je veux passer à tous les coachs ici, justement, parce que les coachs, vous êtes ma population préférée. Selon moi, on change l'industrie. Nous sommes les pionniers de cette industrie du fitness. Et si on fait les choses bien, on peut changer des vies, on peut apporter énormément de succès. Donc voilà ce que j'inviterai ici tous les coachs à faire. Maintenant, un truc qui maintenant que ça s'est dit, pas besoin de travailler avec des intensités les plus élevées, 100%, 85 à 100%. Un truc qui est intéressant à inclure et que j'aime inclure avec les gens qui ont la volonté de le faire, qui sont prêts à le faire, eh bien, c'est d'inclure du travail de, entre guillemets ici, puissance. J'aime bien rajouter ça. Je pense que ça, c'est par contre un facteur qui est négligé. J'aime bien lancer les medicine balls, donc les lancers de balles, l'aspect vitesse. C'est souvent sur l'aspect vitesse, en fait, que la population en général se fait mal. On se baisse rapidement pour attraper un truc. On va jouer au tennis. On fait un petit mouvement rapide. Ah, on s'est fait mal. Et ouais, c'est un truc qu'on n'a jamais entraîné. Donc, travailler sur des amplitudes, des plans de mouvement, pardonnez-moi, qui ne sont pas entraînés par la population générale. Travailler sur le plan transverse, des mouvements de rotation, des mouvements sur le plan frontal, ok, par exemple des fentes latérales, etc. Encore une fois, des trucs qui ne sont pas entraînés par la population générale. Et lorsque ces personnes-là vont faire des activités physiques, eh bien, elles vont se retrouver dans certains mouvements. Et si on les a préparés au préalable, eh bien, je trouve que c'est intéressant. Donc, la catégorie puissance, c'est un truc que j'intégrerai, des charges légères, en cherchant à bouger vite. Super, super intéressant. J'essaierai de maintenir ça le plus longtemps possible. Vraiment, même il y a des clients j'ai travaillé avec des clients de 60 ans, 65 ans, avec qui on intégrait ça, ok? Un type de saut, un type de lancer de balle. Je pense que c'est une qualité qu'on n'aimerait pas négliger. Peut-être une des qualités qui serait signe d'une bonne santé. Donc, tous les coachs, voilà, vous voulez entraîner peut-être votre mère, votre père, essayez d'inclure tout ça. Incluez, ça se dit? Je sais même pas si ça se dit en français. Bref, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, ça fait un plaisir de partager avec vous, comme d'habitude. Profitez de l'offre, on a moins 50% sur le bundle, Fit Summer Bundle, le programme hybride physique, le programme hybride starter, le programme hybride on the go jusqu'à dimanche. Donc il vous reste 3-4 jours à la sortie de cet épisode. Le lien est dans la description, moins 50%. Nous on se voit, je parle très bientôt. Peace.